Au début, quand j'ai eu l'idée de ce projet, j'avais envie de parler d'autre chose que la guerre. On ne parle que de ça. L'Ukraine est très connue par la guerre, malheureusement, pour de mauvaises raisons, alors qu'on a de belles raisons pour être entendu. Mais aujourd'hui, on est en guerre, ça fait mal, ça fait plus que mal, et on ne peut pas ne pas en parler. En plus, en préparant le programme, quand j'ai découvert certains textes, je me suis dit je ne peux pas passer à côté de ces auteurs, de ces autrices, parce que ce sont deux jeunes femmes qu'on va vous présenter, Natalia Bloch. Ce sera le premier monologue. Ensuite, ça va être la pièce qui s'appelle Moi ça va de Nina Zakhojal, la même auteure que vous avez pu entendre lundi. Et le troisième monologue, c'est le monologue que j'ai écrit. Je ne suis pas dramaturge, je ne me mets pas au même niveau. Je suis plus comédienne. Mais c'est un monologue que j'ai écrit quand la Grande Guerre a commencé. Et je m'étais dit, en tant que comédienne, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit que je défends l'histoire de mon pays. Et donc j'ai écrit un monologue autour de ce sujet-là. Je ne vais pas parler plus que ça. Je vais vous laisser avec les comédiens, avec les auteurs. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous pour la semaine de la dramaturgie ukrainienne. Nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. En cas d'alerte missile, nous vous prions de descendre dans l'abri aérien et suivre les instructions de l'administration. Bonne soirée. À travers la peau, Natalia Bloch. Aujourd'hui, mon fils Marianne a rapporté un papier de l'école et m'a dit de le remplir. Il y avait 2 colonnes. Une pour ma signature, une pour mon nom et prénom. Je, sous-signé, non complet, et examiner l'enfant et n'ai rien trouvé de suspect sur son corps. J'ai demandé à mon fils ce que je devais regarder. Il a haussé les épaules. Puis mes filles cadettes ont rapporté ce papier de l'école à leur tour. Et elles ont dit que les profs avaient peur d'une épidémie et que la prof d'histoire n'était pas venue du tout à l'école parce qu'elle était tombée malade. Mon fils Marianne a ajouté qu'il espérait qu'elle ne se remettrait pas avant la fin de l'année et qu'il pensait qu'en fait, elle était enceinte et qu'elle était déjà en congé maternité. Avec cette prof d'histoire, il arrive tout le temps toutes sortes de choses. D'abord, elle est venue avec sa mère d'une ville de la zone occupée. En fait, non. Elle est venue d'abord et sa mère est venue après. Parce qu'elle disait qu'elle ne pouvait pas abandonner son appartement. Bon, comme tout le monde. Sa mère n'a décidé de partir qu'au moment où tout était bombardé et qu'elle resterait seule sur son perron. Seulement, il s'est alors avéré qu'il était déjà trop tard pour partir et que les volontaires qui emmenaient les gens hors de la zone occupée prenaient désormais de l'argent pour ça. Nous avons dû payer 2000 $ pour sortir sa mère de là. Cette prof a annoncé une collecte de fonds à l'école, organisé une foire, obtenu de l'argent de tout le monde et fait ramener sa mère avec ses 2 chiens, ses chats et son narguilé préféré. Et tout ça, elle le racontait constamment aux enfants, au lieu des cours d'histoire. Les filles disaient que, lorsqu'elles avaient eu un cours d'instruction civique, que les vétérans de l'opération antiterroriste étaient venus là-bas et que les enfants discutaient de la guerre dans le Donbass, elle était alors sortie de sa classe, avait commencé à raconter comment c'était là-bas, chez elle, à Makivka ou Orlivka, quel appartement elle avait, quelle voiture, quelle entreprise, que l'histoire était réécrite tous les 5 ans et que tout ce qu'elle faisait ici, c'était une profanation et qu'elle voulait retourner là-bas élever ses lévriers de race. Si je pense qu'il la garde à l'école par pitié, et ne donc pas surprenant qu'elle soit tombée malade, il me semble que là-bas, dans le Donbass, la Russie utilise des armes biologiques et que sa mère a ramené une sorte d'infection avec ses lévriers.
j'ai dit à mes filles de se déshabiller. J'ai demandé, qu'est-ce que je dois chercher? Des poux, peut-être? J'ai lu aussi que lorsque la guerre dure longtemps, les poux s'introduisent, juste à cause du stress, qu'ils vivent en permanence sous la chevelure, et que quand une personne est très stressée, son cuir chevelu s'amincit, les poux sortent, cherchent une échappatoire à travers l'extérieur et paf, ils sortent, comme ça. Et que lorsqu'on applique une lotion anti-poux, ils retournent se cacher, pour pas crever. Et les puces, ou les punaises, comme disent les Ruskov, sont aussi un signe des temps de guerre. Mais Dieu merci, nous n'avons pas de puces. Et nous n'en avons jamais eu. Quand nous avons quitté le Donbass, même après tous ces trains et tous ces bus, aucune puce. Et moi, j'ai eu des poux qu'une seule fois, pendant mon enfance, quand c'était encore l'Union soviétique. En ce temps-là, tous les enfants qui allaient en camp de pionniers ramenaient des poux. Parce qu'ils étaient arrachés de chez eux et qu'ils étaient stressés, ça les rendait très nerveux. Ces punaises, c'est une sorte d'amusement russe généralisé. Depuis que je vis en Ukraine, je n'ai pas vu une seule puce. Alors que la fois où je suis allée à Moscou, pour mon travail, mes employeurs m'ont réservé une chambre d'hôtel. Et quand j'ai retourné le matelas, des puces. Alors j'ai attrapé mon sac et j'ai couru chez mon ami de Moscou. Qu'ils y vivent eux-mêmes dans cet hôtel puant, mes employeurs. Avec mon ami, nous avons ensuite versé de l'eau bouillante sur mon sac. Contre les puces. Donc, comme je disais, j'ai cherché des poux sur mes enfants. Rien sur leurs cheveux. J'ai regardé leur peau. Elles avaient la chair de poule à cause du froid. J'ai vraiment eu pitié d'elles et je leur ai dit de vite se rhabiller. J'ai écrit sur leur papier que j'avais examiné mes enfants et que tout allait bien pour eux. Et j'ai écrit la même chose sur le papier de mon fils. Et puis, j'ai ouvert Facebook pour comprendre de quel genre d'épidémie il pouvait bien s'agir. Sur Facebook, c'était calme. Le même fil, tous les jours la même chose. De nouveau, on a annoncé une subvention pour les personnes déplacées. De nouveau, des volontaires collectent des gants tactiques. Ici, on a monté une pièce de théâtre sur le Donbass. Là, le festival Orient Express en territoire libéré. Ah, voilà que ce réalisateur poste sur les personnes transgenres. Il est lui-même originaire de Crimée. Il est venu à Kiev après l'annexion de la Crimée. De manière générale, il n'était pas question d'épidémie, d'aucune sorte. Il y avait une drôle de nouvelle à propos de Lugansk, où le maire d'Altchevsk, fake bien sûr, de la Novorossiya, discutait des nouvelles avec un soi-disant investisseur italien. Et la révélation était que cet investisseur était également un fake. Il était venu en tant que mercenaire au début de la guerre, et il se faisait maintenant passer pour un investisseur. Bon, c'est marrant, bien sûr. Non, qui va investir où il y a de la guerre? J'ai bien aimé la photo de ce pseudo-investisseur. Elle était un peu étrange. Il était assis là, en sous-vêtements, avec une mitraillette, et sa peau était couverte de tatouages. Comme dans un film porno, j'ai pensé. Je regarde rarement les films porno, mais c'est vrai qu'il y a plein de mecs machos un peu comme ça. Voilà. Donc de manière générale, Facebook ne disait rien sur l'épidémie. J'ai pris des photos de ces papiers, les papiers que les enfants avaient ramenés de l'école, et je les ai publiés sur Facebook. Peut-être que quelqu'un savait quelque chose. Le soir, je suis allée prendre un bain. J'ai un grand miroir dans ma salle de bain. Je m'y regarde habituellement quand je me déshabille. Je m'admire, parce que je me vois tellement rarement nue. Non mais c'est vrai, vraiment. J'étais très belle dans le miroir. Bon, pas autant qu'à 16 ans, bien sûr, mais quand même. Les seins, c'est vrai, ne sont plus tout à fait ce qu'ils étaient. Les mamelons ne se hérissent plus comme avant, mon ventre n'est plus plat. Mais mes cuisses rejoignent ma taille tout aussi joliment. Sur ma cuisse, il y avait un bleu, jaunâtre. J'ai frotté. J'ai pensé que j'avais dû me cogner sur ma table. Le matin, j'ai rassemblé les enfants pour l'école et j'ai décidé de me mettre au yoga. Mon ex-mari n'approuvait pas cette activité.
Il disait tout le temps que ce n'est pas un sport, mais juste une perte de temps. C'est bien que maintenant il ne soit plus avec nous. Il n'a pas voulu quitter le Donbass et nous en avons été soulagés. Les derniers temps, il buvait beaucoup et il disait que je n'élevais pas correctement mon fils, que nous devions en faire un homme, un vrai, et que moi je bêtifiais. Et comment ne pas exprimer sa tendresse pour son enfant? Nous les avons pris tous les trois à l'orphelinat. En fait, au début, mon mari et moi, on voulait en prendre qu'un seul, et une petite fille. Mais il s'est avéré que la petite fille avait aussi une sœur, et puis encore un frère. Alors on les a pris tous les trois. L'État versait des allocations pour les enfants, car nous ne les avons pas adoptés, mais pris sous tutelle. Et je recevais également une pension, en tant qu'ancienne femme militaire. Nous ne croulions pas sous l'argent, mais nous vivions normalement. Enfin, du moins, nous ne pourrions pas mendier tous ces organismes pour déplacer comme certains. Cet argent, mon mari le buvait principalement, car il a rapidement décidé de ne pas s'impliquer dans l'éducation des enfants. Les hommes sont généralement faibles. Vers la fin, il criait sur le petit et disait aux filles qu'il les rendrait là où il les avait prises. Est-ce qu'on peut dire des choses pareilles à des enfants? Eh bien, au diable, cet homme qui n'en était pas un. Dommage que je n'ai pas divorcé d'avec lui, mais maintenant, comment divorcer? Et les enfants? Ils sont comme les miens, mais d'un autre côté, ils appartiennent à l'État, et l'État donne rarement des enfants aux célibataires. Mais je ne les rendrai pas. Ils sont ma famille. Et bien qu'ils ne soient pas faits maison, ils sont mon sang. J'ai ouvert YouTube, et je me suis mise à faire des asanas, tels qu'enseignés par 2 jeunes Australiennes. Ensuite, je suis allée au magasin, j'ai acheté de la crème pour les mains, de la viande, du pain, du lait, du chou, et j'ai décidé d'envoyer mon fils chercher des pommes de terre lorsqu'il rentrerait de l'école. Le bleu sur ma cuisse me faisait étrangement mal. J'ai acheté à la pharmacie une pommade pour les ecchymoses, et à la maison, je me suis déshabillée et j'ai commencé à enduire la tâche. À proximité s'en est allée une autre, jaunâtre. Je ne me souvenais pas du tout. Où avais-je pu de nouveau me cogner à cet endroit? Peut-être ce matin, quand j'étais encore tout ensommeillée? Les enfants sont rentrés de l'école tous ensemble et ont dit que les derniers cours avaient été annulés et que leur école était en quarantaine à cause d'une épidémie. Ce que c'était comme épidémie, ils ne le savaient pas. Mon fils a dit que c'était quelque chose de très contagieux et que donc il n'avait pas l'intention de sortir de la maison et passerait toute l'épidémie sur Internet. Les filles sont allées à la cuisine pour préparer à manger. Soudain, la voisine a appelé sur mon portable. La voisine de ma maison d'avant, celle qui est restée en zone occupée. Elle m'a dit que mon ex se promenait et se plaignait à tout le monde que j'étais une chienne, que j'avais trompé les enfants, les avais emmenés en secret et que lui et son fils auraient déjà rejoint la milice populaire, mais que maintenant lui-même était malade et qu'il ne le prendrait pas dans la milice car il était déjà vieux. Bon. Cette chanson, ça fait 3 ans qu'il la chante. Rien de nouveau. La voisine de ma vie antérieure a dit que, de manière générale, tout allait bien pour eux, que ça tirait quelque part au loin et pas sur eux, mais à côté d'eux, du côté ukrainien, qu'on leur apportait de l'aide humanitaire et qu'on pouvait vivre, qu'il y avait du réseau, que la Novorossiya payait sa pension, et elle m'a demandé de retirer sa pension ukrainienne avec la carte qu'elle m'avait donnée quand je partais, et de la donner à sa sœur. Et moi, je lui ai demandé de ne pas communiquer à mon mari ni mon numéro de téléphone, ni l'endroit où je me trouvais. C'est vrai que là-bas, ils ne savent même pas où je suis. Parce que je ne savais pas moi-même où nous allions vivre quand nous sommes partis. Je n'avais en tout et pour tout que mes papiers, 800 $ que j'avais mis plusieurs années à économiser, des vêtements pour les enfants et un ordinateur portable. Soit dit en passant, mon fils ne voulait pas partir à ce moment-là. Il croyait son père, que l'Ukraine c'était le mal et qu'il fallait se cramponner à la Russie car les salaires y étaient plus élevés. À cette époque, nous connaissions à peine l'ukrainien. Mais ici, nous avons déjà commencé à l'apprendre. Et l'école est en ukrainien. J'ai demandé à ma voisine
s'il n'avait pas d'épidémie. Elle m'a dit qu'il n'en était pas là, qu'il n'y avait presque pas de médicaments dans les pharmacies, donc ils étaient tous en bonne santé. J'ai décidé de regarder la télévision. Il y avait les séries habituelles, des talk-shows, comment maigrir, comment cuisiner. Aux informations, ils montraient combien d'Ukrainiens étaient morts dans le Donbass aujourd'hui, combien avaient été blessés, quelque chose sur les manifestations en Russie pour un avion, pour de nouvelles lois contre l'avortement, que le prix du gaz augmentait, qu'on nous promettait de nouveau un régime sans visa. Au final, c'était calme, et comme d'habitude. Puis vers la fin, ils ont dit que les écoles ukrainiennes étaient fermées pour quarantaine, mais ils n'ont pas dit pourquoi. J'ai décidé que c'était un variant du virus de la grippe. Mes amis de Facebook ne savaient rien de particulier non plus. Ils s'indignaient de ce certificat à l'école. Un homme a écrit que ses enfants étaient aussi à la maison. Le bleu sur la cuisse me faisait mal, et un autre, de couleur brunâtre, s'y était ajouté. J'ai pris une photo de ma jambe avec mon smartphone, et j'ai tapé « Recherche par image » sur Google. Google n'a publié que des chars, des soldats en uniforme, etc. Le matin, ma jambe me faisait encore plus mal, et je me suis rendue à la clinique locale. Je ne savais pas à qui m'adresser. Un dermatologue, un chirurgien, un hématologue. Alors j'ai pris rendez-vous avec un généraliste. Il y avait pas mal de queues, alors j'ai commencé à regarder mon fil Facebook et je me suis involontairement frotté le bleu. Quelqu'un a publié un commentaire sur mon post Facebook à propos du certificat d'école. Comme quoi, il s'agissait d'un virus et qu'il avait pour nom PCK. Je n'ai pas compris ce que ça signifie. De manière générale, je pense que ces virus sont spécialement fabriqués chaque année afin de vendre plus de médicaments et de vaccins contre eux. La généraliste m'a examinée, a écouté mes poumons, regardé ma gorge et a mesuré ma tension artérielle. Elle a examiné les ecchymoses sur ma jambe avec des gants, puis elle m'a fait asseoir en face d'elle et m'a dit « Vous avez le PCK ». J'ai répondu « Qu'est-ce que c'est encore ce PCK ? Je tousse même pas. » J'ai des bleus sur ma jambe, c'est probablement quelque chose avec mon sang. Mais la généraliste a commencé à écrire beaucoup et longtemps sur mon carnet de santé. Puis elle a levé les yeux et m'a répondu que le PCK, c'était la peau couleur kaki. Qu'en raison du stress constant dû à la guerre, ma peau était devenue kaki. Et que maintenant, une épidémie avait commencé et aussi qu'elle était très contagieuse, alors elle me suggérait de m'hospitaliser. J'ai rien compris. Je suis restée assise et je regardais comme si elle avait un grain. Quelle couleur kaki encore! Quelle guerre! Nous avons quitté la guerre il y a 3 ans. Et depuis lors, ici, il n'y a aucune guerre. La guerre est dans le Donbass. Et encore pas partout. D'où peut me venir ce stress? J'ai signé une décharge d'hospitalisation. Comment ça? Aller à l'hôpital? Et les enfants, qui les garderaient? Bon, je pensais que c'était stupide de rester alitée à l'hôpital à cause de 3 taches sur ma jambe. Et de manière générale, tout ce qu'elle me racontait là, c'était de la bêtise. Comment la guerre peut-elle se transformer en virus qui pénètre la peau et fait souffrir? La guerre est là-bas, à l'Est. C'est un business. C'est certes la mort, la sueur, le sang, mais nous sommes en sécurité ici, et avec les enfants. Chez moi, j'ai regardé les nouvelles Facebook. Une de mes amies Facebook avait écrit que Sergueï Bourlaka avait péri au front il y a 1 an et qu'aujourd'hui c'était l'anniversaire de son décès. Je le connaissais. On avait étudié dans la même école, tous les deux. J'étais même un peu amoureuse. Il était beau. Et puis, plusieurs années après, on s'était inscrit sur Facebook et il s'était avéré qu'il avait 2 enfants et que tout allait bien pour lui. Je voulais pas que ce soit lui. Alors, j'ai essayé de refermer le film aussi vite que possible. Ma jambe me faisait de plus en plus mal. Une autre tache qui était apparue, déjà couleur sable. J'ai googlé. Comment traiter la peau couleur kaki? Ma requête n'a pas donné lieu à beaucoup d'articles, mais à en juger par eux, il s'agissait bien d'une épidémie, et tout ce que le ministère
ukrainien de la santé recommandait actuellement, c'était du repos, du calme et des hospitalisations. Mais de quel calme parle-t-il, me suis-je dit. Pendant que les enfants sont en quarantaine, il faudra faire avec eux un grand ménage, acheter de nouvelles boltes à la Benjamin, faire tomber la dent de l'aînette. J'ai écrit un nouveau post sur Facebook sur le fait que j'avais découvert qu'il s'agissait d'une épidémie de PCK, mais j'ai décidé de ne pas écrire sur le fait que j'avais reçu ce diagnostic, au cas où. Au bout d'une semaine, tout le monde parlait de PCK. Facebook ne faisait que bouillonner. À la télévision, dans tous les talk-shows, les stars donnaient des interviews, les politiciens, comme toujours, s'exprimaient sur le fait qu'ils faisaient tout leur possible, et les scientifiques développaient déjà des vaccins. Chaque jour, j'examinais les enfants, et même l'aîné, à la recherche de tâches. Ils étaient en bonne santé. Moi, ça empirait. La tache s'étalait et avait déjà atteint le genou. J'avais une boule de couleur kaki qui faisait mal. Je l'ai enduite de crème pour les ecchymoses, mais rien n'y faisait. Je pensais constamment, pourquoi suis-je tombée malade? Peut-être parce que je suis une ancienne soldate. Et pourtant, j'ai servi canton de paix, à la frontière. Et de manière générale, principalement, je dressais des chiens. J'ai quitté la guerre et je ne l'ai pas vue en action. Nous n'avons même pas été bombardés. Le village voisin l'était, mais nous ne l'avons pas été. Comment traiter la peau couleur kaki? Les conseils affluaient de toutes parts. Ils conseillaient de boire des tisanes d'herbes purificatrices du sang, de prendre des bains apaisants, de se faire masser, d'écouter de la musique classique, de méditer, d'aller dans un autre pays où il n'y a pas de guerre, d'appliquer des pommades sur les taches, d'admirer les paysages, de regarder autant de comédies possibles, de prendre de la vitamine C. Au bout d'une semaine supplémentaire, sur le réseau, la flash mob # comment soigner la guerre a commencé. Les gens partageaient leurs tâches et il s'est avéré que presque toutes mes connaissances souffraient de ce PCK. J'ai aussi pris une photo de ma jambe. Les taches avaient déjà atteint la cheville et me faisaient constamment mal. Pour la nuit, je buvais de l'ibuprofène, ma douleur diminuait et je dormais. Les enfants avaient beaucoup de peine pour moi. Ma fille m'a demandé si j'étais pas en train de mourir. Mais je ne connaissais pas la réponse. Personne dans le monde entier, ne connaissait la réponse à la question de savoir comment l'épidémie se terminerait. Ce soir-là, nous avons regardé tous ensemble les informations, où tout était encore calme. Sur la première chaîne, on parlait des combats dans le Donbass, d'un déplacé prospère qui avait monté une entreprise à Kiev, de cette épidémie. Aux informations, on racontait que la flash mob, comment soigner la guerre, continuait. Et là, ma plus jeune fille, Olia, s'est levée et a crié dans toute la guerre, dans toute la pièce, « Comment ça? Comment la guerre doit être traitée par la paix ?» Après, je suis restée éveillée toute la nuit, en pensant à ces paroles. Mais après tout, c'est vraiment logique. La guerre ne peut être guérie que par la paix. Si la cause de la maladie est la guerre, ce n'est pas la peau couleur kaki qu'il faut traiter, car c'est un symptôme, mais la guerre elle-même en tant que cause. Mais comment? Marianne a dit qu'il fallait tuer Poutine. L'idée est certes bonne, mais comment ferait-on pour le tuer? De plus, des rumeurs circulent selon lesquelles il a de nombreux sosies, qu'en fait il est mort il y a déjà longtemps. Est-ce que ça m'aidera? Le matin, mes enfants et moi avons décidé que je ne devais tout simplement plus rien entendre à propos de la guerre, ne rien lire sur la guerre et ne même pas en parler ou y penser. D'un autre côté, je n'y pense pas, n'est-ce pas? Je pense à ce qu'il faut faire pour que ma jambe ne me fasse pas souffrir, à ce qu'il faut cuisiner pour le petit déjeuner, au fait que nous n'ayons jamais fait de grand nettoyage et que mon fils, qui a déjà un passeport, n'est jamais allé au commissariat militaire et que bientôt il aura 17 ans, puis 18, et que si cette guerre ne se termine pas, alors il devra y aller. Stop, voilà, ça y est, ça y est. J'ai pensé à la guerre. C'est compréhensible. Les pensées, elles sont matérielles et elles attirent ceux à quoi nous pensons. Oui, c'est pourquoi il faut se rebrancher et penser à quelque chose d'agréable.
méditer un peu. Pour que la paix vienne à l'âme. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a là? La guerre. Pourquoi est-ce si difficile? J'ai ouvert Facebook et j'ai décidé que je devais me distraire. La vague de flash mob s'était calmée, les gens devaient poster autre chose que leur corps kaki. Non, là, des chatons, des sortes de mèmes. La vidéo est drôle. En plus, les médecins recommandent de rire le plus possible. J'ai décidé de recourir à un monitoring serré de mon fil Facebook et de mettre tous ceux qui pouvaient me rappeler qu'il y a une guerre dans mon pays dans un mode où je ne verrai plus aucun de leurs posts à aucun moment. Bon, voici une amie qui écrit qu'elle monte un éco-établissement. Pas de guerre. Ah non. Elle poursuit en écrivant qu'il s'agit d'un établissement pour la réhabilitation des soldats de l'opération antiterroriste. Ok, supprimons ces postes. Ensuite, la femme de mon petit ami, mon ex-petit ami, a posté une recette vidéo de gâteau. Il ne s'agit pas de guerre, n'est-ce pas? Mais ils ont fui Orlivka avec leurs enfants lorsque la ville a été prise par les séparatistes. Et je m'en souviens toujours lorsque je lis l'un de leurs posts, alors retirons-les également de mon champ de vision. Ah, voici mes amis féministes qui postent quelque chose contre la violence domestique. Bon, ça on peut le laisser. Non, on ne peut pas. Parce qu'ensuite elles écrivent sur le syndrome post-traumatique dans l'armée qui entraîne une augmentation de la violence. Zut. Bon, d'accord. Ensuite, quoi? Ah, un bon post sur le café. Ce type qui a posté a passé 1 an à mettre sur Facebook des photos du café de l'opération antiterroriste. Et sa femme, des photos de leurs enfants qui attendent leur papa. Mais c'est pas à propos de la guerre. Non, aussi. Je sais pas. Bon, au cas où on le supprime pour le moment. Alors, on peut probablement enlever d'un coup tous les journalistes. Ce sont des nouvelles quotidiennes sur la guerre, la maladie, etc. Et nous supprimons aussi les politiciens. Que me reste-t-il? Ah, les amis de la Fédération de Russie tombent également en disgrâce. La guerre est quand même avec la Russie. Voilà. La bohème. Il ne reste que la bohème. Ce sont des expositions, des films. Oui. Mais après un examen attentif des postes de notre bohème, il s'est avéré que le film sur Donetsk, les expositions et les performances portent également sur ce sujet. Comment n'avais-je pas remarqué ça avant? Ici, tout est imprégné de guerre, comme un poison. Il semble que tous les postes ont un sujet différent, mais ils sont quand même sur ce sujet. Bien sûr, cette guerre apparaît par tâches. Elle s'est introduite dans mon corps. Après la purge, Facebook est devenu ennuyeux, composé uniquement de publicités pour la cire à épiler et les crèmes anti-rides. J'ai écrit sur mon statut Facebook « La guerre peut être guérie par la paix » et j'ai fermé mon ordinateur. C'est même pas la peine d'allumer la télé. Vous pouvez aussi éteindre votre téléphone et envoyer vos enfants faire les courses parce que dehors, il y a de grands panneaux appelant les gens à rejoindre l'armée, à aider l'armée. On croise des gens en uniforme, des personnes déplacées qu'on connaît. C'est incroyable que je n'ai pas réalisé jusqu'à ce jour à quel point la guerre m'entoure. Au début, c'était étrange, sans source d'information, sans internet, sans télévision et sans appel téléphonique. Des connaissances appelaient les enfants, ils répondaient que tout allait bien pour maman mais qu'elle n'avait pas le temps. De temps en temps, ils lisaient des articles sur le PCK et racontaient que l'épidémie continuait mais qu'il n'y avait aucun décès et qu'aucun remède n'avait été trouvé. Les enfants retiraient de l'argent avec ma carte, achetaient de la nourriture et le nécessaire, allaient à la pharmacie pour les analgésiques. Et j'ai réalisé qu'ils avaient soudainement beaucoup grandi. Ils étaient déjà habitués à s'examiner eux-mêmes tous les jours, et ils plaisantaient en disant qu'ils étaient immunisés contre la guerre. En quelques mois, le printemps est arrivé. Des taches de couleur kaki couvraient toute la moitié gauche de mon corps et atteignaient mon visage.
La rétention d'informations était inutile. J'ai décidé de sortir. J'ai enfilé des vêtements qui couvraient mon corps, appliqué du fond de teint sur mon visage et je me suis rendue au square le plus proche. Je me suis assise là, sur un banc. Et j'ai fumé. J'ai regardé le ciel, les arbres. Et finalement, je n'ai pensé à rien. J'étais juste heureuse du soleil, du vent, du ciel bleu, de l'herbe qui pousse. J'ai regardé le sol près du banc et j'ai vu des insectes qui y rampaient comme des petits soldats. Ils étaient nombreux. Ils rampaient les uns après les autres, se perdaient parfois en petits groupes et n'arrêtaient pas de bouger. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait une photo d'eux. Et je l'ai postée sur Facebook pour la première fois depuis plusieurs mois et j'ai écrit en légende « Le printemps ne guérit pas ». Des larmes coulaient sur mon visage. Je suis restée assise là et j'ai pleuré jusqu'au soir. Et j'ai continué à essayer de me souvenir du nom correct de ces insectes, sortes de scarabées. Des petits dorifores, gendarmes, rouges avec des taches noires, qui rampaient près du banc et parfois sur mes bosses. Chez moi, Wikipédia m'a indiqué que ce ne sont pas des scarabées, mais des puces. Punaise soldat en russe, ou punaise rouge sans aile, ou punaise ruskov en ukrainien, ou Pyrocorus apterus en latin. C'est un insecte de la famille des punaises rouges, d'une taille de 9 à 11 mm. Au début du printemps et à la fin de l'été, les punaises soldats se rassemblent souvent en grandes grappes près des souches et des troncs d'arbres, près des clôtures, des palissades en bois, toujours du côté ensoleillé. Et puis la guerre s'est terminée. Les politiciens sont parvenus à un accord. L'Amérique a fait pression sur la Russie, les sanctions ont pris effet. La Crimée a été regagnée par l'Ukraine. Les troupes se sont retirées du Donbass. Les partisans du monde russe les ont suivis et tout semblait aller bien. Les enfants sont retournés à l'école. Mes tâches ont commencé à partir. Elles sont parties chez tous les autres aussi. Pendant toute une année, nous nous sommes réjouis de la paix, de la fin de l'épidémie, et avons même fêté le jour de la victoire, le 18 juillet. Je n'ai presque plus pris d'analgésique. Mon visage et mon corps se sont éclaircis, et j'ai repris mon Facebook. Un an plus tard, j'ai décidé de rentrer chez moi, dans la région du Donetsk. Au début, juste pour visiter, voir comment c'était là-bas. Et ensuite, pour revenir pour toujours avec les enfants. Nous sommes allés en bus, et nous sommes descendus à la gare routière. Nous avons marché le long de la route, poussiéreuse et familière jusqu'au serrement de cœur. Nous avons tourné près d'un vieux tilleul, et de loin, nous avons vu que notre immeuble avait tout simplement disparu. À la place, des ruines. Nous les avons parcourus et parfois les enfants trouvaient des objets familiers dans les décombres. Je me suis assise près de l'immeuble sur un banc qui avait miraculeusement survécu, que mon mari avait fabriqué quand tout allait bien entre nous. J'avais vraiment envie de fumer. Je pensais que mon mari devait être parti avec la milice et qu'il avait pu faire sauter la maison lui-même, juste de fureur. Je pensais aussi que tout cela pouvait être reconstruit, parce que c'était notre terre, et que des fleurs que j'y avais plantées poussaient. Soudain, j'ai ressenti une douleur forte, mais très familière. Sur mon bras étaient apparues plusieurs taches de couleur kaki. La maladie était revenue. Comme il s'est avéré plus tard, les taches ne sont pas revenues seulement sur moi. Les médecins nous ont dit que la guerre, une fois installée chez une personne, ne disparaîtrait jamais. On ne peut que réduire les dommages causés par elle, profiter de la vie et essayer de ne pas se souvenir du passé. Mais chacun de ceux d'entre nous qui a traversé la guerre sait qu'il suffit de se calmer, d'oublier la prudence et de se souvenir de la vie passée avant ou pendant la guerre pour que les taches réapparaissent. Et que c'est désormais pour toujours. Kherson, 2017.
Punkt der Linie Betriebsräte wollen wir erreichen. Mike a écrit. Celui qui s'enfuit est un traître. Qu'est-ce qui se passe? Mes fenêtres, elles tremblent. Les parents font leur valise. Nous partons dans 10 minutes. Je sais pas où. J'écrirai plus tard. Tu dois les arrêter. Mais je peux pas. Attends. Ah, c'est les bombes, ça? On était pourtant d'accord. Mais ne soyez pas débiles. Ils ont décidé sans moi. Ils m'ont rien dit. Allongez-vous au sol, vite. Ça y est, je m'en vais. J'arrive pas à y croire. Tout ce qui est bombardé sera recouvert de débris. Vous entendez ça? Putain, c'est la merde. Lisa est un rat. Tu peux ne pas revenir, hein. Ta gueule, toi. C'est ses parents qui ont décidé pour elle. Mike a supprimé le dernier message. Sacha a supprimé le dernier message. Comment ça va, vous? C'est la merde. Moi, ça va. Le prof a écrit. Il n'y aura pas de cours aujourd'hui. Restez en sécurité. Suivez les sirènes. Préparez un sac à dos. Pansements et iode. Médicaments indispensables. Bouteille d'eau, biscuits secs, lampe de poche, aiguille avec fil. Argent, papier, téléphone portable. Écrivez bien vos noms et prénoms sur votre main et votre groupe sanguin. Numéro de téléphone portable. Écrivez le numéro de téléphone des proches. Si une explosion est proche, vous courez à la salle de bain. Restez en contact. N'oubliez pas de bien respirer. Tout ce qui se passe restera dans les livres d'histoire. Maman a dit. Ce que nous craignons tous est arrivé. Papa est allé au distributeur de billets et a acheté de la nourriture. Chez Mamie, tout est calme. Chez Tante Valia, ça castagne. Le président a dit de rester à la maison. Le pire, c'est la panique. Le pire, c'est la route. Et j'ai des patientes. Le pire, c'est pour les femmes enceintes. Le pire, c'est pas pour nous. Prends ton petit déjeuner et allons chercher un sous-sol. Papa a dit. Partez au défi d'attente. Au distributeur, 1 heure. Au magasin, 1 heure. À la station-service, une bagarre. Le pire, c'est la panique. L'essentiel est de ne pas paniquer. Comment ça va, toi? Moi, ça va. Je suis dans un sous-sol. Papa est dans la défense territoriale. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est chaud. Débarquement en Hostomel. C'est ici, tout près. De manière générale, c'est raide ici, c'est poussiéreux, on étouffe, y a rien pour s'asseoir. Nous, on est dans un parking. Bah alors reste pas assise. Va en chercher un autre, non? Peut-être qu'il y en a un autre de meilleur quelque part. Je vais devoir rester assez longtemps, tu sais. Mais je peux pas rester assise ici, y a que des bonnes femmes paniquées ici. Les fablettes, c'est toi et Sacha. Ferme ta gueule. S'il y a des bombardements, le sous-sol se remplira. Il y a des choses plus importantes. Ah ouais, et lesquelles? J'aide mon père à construire un checkpoint. Ouais, ton père, c'est un connard s'il te laisse faire. Tu dis encore ça de papa, je te casse la gueule. Sacha a supprimé le dernier message. Mike a supprimé le dernier message. Lisa a écrit. C'est l'enfer. Ça fait 2 jours que nous sommes sur la route. Nous venons seulement d'arriver à Lviv. Des embouteillages partout. J'ai de l'acné à cause du stress, je peux plus le supporter. Les parents ne me permettent d'écrire à personne. Ils ont éteint leur téléphone portable pour ne pas transmettre de signal, pour éviter de devenir une cible. C'est de la parano. Il y a 1 million de voitures ici. Nous sommes serrés comme des sardines, mais ils pensent qu'au-dessus de nous, il y a un bombardier aveugle, un cyberdrone de merde qui cherche le signal de téléphone portable et, s'il le capte, bombarde immédiatement. C'est du délire. Bombarder le téléphone portable. J'ai demandé à aller aux toilettes pour t'écrire 2 mots. La Moïse, quoi. Comment tu vas? J'ai écrit, moi ça va. Sacha a écrit. Écoute pas, Mike. C'est pas une aventure, tu sais. Reste assise dans ton sous-sol. Chez nous, à Donetsk, beaucoup de gens ont été abattus, je le sais bien. Bientôt, ce sera pareil ici. Il vaut mieux quitter la ville avant qu'il soit trop tard. Ce sont les traîtres qui s'enfuient. Mourir, c'est stupide. Mais mes parents sont médecins, ils partiront pas, ils ont du travail. Et le reste de ta famille? Ils sont tous loin. Mes parents pensent qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Les miens partiront dans quelques jours, quand les routes seront dégagées, si tu veux, il y a une place dans la voiture. Mais attends, tu plaisantes là. Et quand les soldats arriveront, tu pourras plus partir. Mike a écrit. Rejoignez-moi, il y a du travail. Quel travail? Préparez des cocktails Molotov. Les parents ne laisseront jamais partir. Tu penses que même pas passer toute la guerre assis dans un sous-sol? J'ai écrit. À dans 15 minutes. 1 tiers d'huile, 2 tiers d'essence, un chiffon, du liège, du scotch, 30 bouteilles de bière. La meilleure chose qui me soit arrivée pendant cette guerre. Mais où est-ce que tu as trouvé autant de bouteilles? On les a collectés avec papa. Oh, je vois, vous êtes bien préparés, ouais. Tu veux une cigarette? Allez.
Il faut viser là où le canon du char dépasse. C'est l'endroit le plus vulnérable. Si tu le touches, ils sont cuits. Tu penses qu'on va gagner? J'en suis sûr. Nos gars ne capituleront pas. Jamais. À chaque poste, dans chaque foyer, on va se battre. Ah, encore la sirène! On fout complètement. Mais attends, peut-être qu'on devra aller aux toilettes quand même. Ça me fait chier qu'on nous force à avoir peur. Ça me rend dingue. Je déteste tout ça. Tu sais quoi, si une roquette atterrit vraiment ici, eh ben je vais la baiser cette roquette. Va te faire foutre, roquette. Dégage d'ici, sale roquette. Va te faire foutre, putain. Mec, tout le quartier comprend, on va te voir. Qu'ils entendent, j'ai pas honte. Je veux pas avoir peur. Tu veux, toi? Non, Alors n'aie pas peur. j'ai pas peur. Alors te cache pas. Ne te cache pas, moi, ne te cache pas. Non. Ça va, toi? Ça va. Sacha a écrit. Tu dors? Non. Qu'est-ce que tu fais? Je suis allongée. Et toi? Moi, je me suis réveillé. Je sais plus où trop j'en suis là. Je suis oppressé, je suis dead. J'ai rêvé de notre appartement à Donetsk. Comme si des soldats arrivaient. Et je veux m'enfuir. Et là, ils m'attrapent. Puis ils me ligotent, et ils me tirent dans le ventre. J'ai un trou dans le ventre. Un trou naturel. Et je me réveille dans mon lit à Kiev, mais j'ai froid. Et là, il y a quelque chose qui cogne à la porte. Alors je vais regarder. J'ouvre la porte et au lieu de la maison, un trou. Un trou de souffle d'explosion. Je me tiens au 8e étage. Et je regarde en bas. Et mon immeuble est plus là. Mon appartement est plus là. J'ai la tête qui tourne et je tombe. Puis je me réveille et là je rampe à travers champs, doucement comme ça sur les coudes. Je sais qu'il y a des soldats à proximité qu'il faut encore ramper un peu. Puis après je serai en sécurité. Et du coin de l'œil je remarque un fil piège de mine. Et j'ai pas le temps de retirer ma main. Et là elle me touche et alors j'explose et puis je vole en éclats. T'as écrit ton nom sur ta main? Mais oui, sur la main, sur l'épaule, sur la jambe, sur le ventre, sur le cou. Bon bah, alors on pourra recoller les morceaux. Ah, ça va tout de suite mieux, merci. Smiley. Moi je suis pas psychologue. Je te demande pas tant. Désolée. Non, tout va bien. Ne dis pas à Mike. Pourquoi tu dis ça? Juste dis rien. Je dirais rien. On part demain matin, les parents chargent la voiture, faut appeler les tiens. Je reste ici. Ici, on peut devenir. Moi ça va. Lisa a écrit. Nous sommes en Allemagne, dans le trou du cul du monde, genre une ferme. Des champs, des poules, des cochons. La ville est à 15 km. On nous a donné des vélos. Les parents vont, viennent, ils achètent de la nourriture, beaucoup de nourriture. Le pain est bon, j'ai pris 2 kilos. On nous apporte aussi de l'aide humanitaire, quelques vêtements. Ils disent que nous sommes ici pour longtemps. Nous avons besoin de vêtements. Je les ai pas encore essayés. Je ne veux pas d'aide humanitaire. Je veux aller chez Zara, acheter quelque chose de normal. Mais on me lâche pas. On me dit d'apprendre l'allemand. J'ai dit que je le ferais pas. Tu penses que ça va durer encore longtemps? Tu veux pas venir ici? Ça serait plus cool à deux. J'ai écrit. Va te faire foutre. Sacha a écrit. Oh putain de merde, ils sont là. C'est pas possible. Les chars avancent dans notre rue. Papa, réponds pas. Oh, c'est l'occupation. Nous, on se bat toujours. Ça, c'est très très mauvais, ça. Qui viennent seulement fourrer leur nez ici. Bon, vous nettoyez le téléphone, ils regardent la correspondance et les photos. Et qui leur donnera? Résister, c'est stupide. Moi, j'offrirai un cocktail au mec. Ah ouais, et comment? Du balcon. Fais pas ça, mec, je vais te faire tirer dessus. Ça va faire boum. Descends au sous-sol, c'est déjà chez nous, Je là. vais offrir un cocktail aux invités. Putain, mais fais pas ça, Mike. Mike a affiché un smiley enflammé. Cette nuit-là, j'ai dormi au sous-sol. Il a plu toute la nuit, mais je me suis pas réveillée. Et quand je me suis réveillée, il faisait aussi noir que la nuit, que je savais plus quelle heure il était. Je pouvais pas me rappeler où je me trouvais et j'ai même oublié qu'il y avait la guerre.
Maman a dit. Ils sont déjà en ville. Il faut rester assis. Ils ratissent les appartements. Alors j'ai écrit. Mike? Comment tu vas, Mike? Comment ça va chez toi, Mike? Mike, coucou. Fais pas ça, Mike. Jette pas de cocktail, s'il te plaît. Attends ton père. Non, jette pas, s'il te plaît. Cache-toi dans le garde-manger. Cache-toi le plus loin possible. Ils ratissent les appartements. Si tu te trouves, t'es cuit. Écris-moi, s'il te plaît. J'étais trop bien avec toi. Écris-moi, Mike. Je me suis assise et j'ai attendu qu'il lise. On s'appelle jamais, on écrit seulement. Je me suis assise et je me suis dit, peut-être que son téléphone est déchargé. Peut-être qu'il n'y a pas de connexion. Peut-être que son père l'a emmené avec lui. Peut-être qu'il est quelque part dans la défense territoriale ou qu'il s'est retiré jusqu'à Kiev. Ou peut-être qu'il a lancé le cocktail et qu'il a touché l'endroit exact qu'il fallait qu'il touche. Et peut-être qu'ils lui donneront une médaille et une pension en tant que vétéran des combats. J'imagine comment il va l'afficher. Il sera accroché au tableau d'honneur. Mike Putillo, fierté de l'école. Il a détruit une compagnie d'occupants ennemis. Puis j'ai perdu la connexion. Et j'ai plus écrit. Nous avons vécu au sous-sol pendant une semaine, mangeant des crackers et buvant de l'eau. Puis ma mère et moi avons marché jusqu'à Kiev, à travers une ville détruite, un pont détruit, une route bombardée. Ensuite, nous avons été pris en charge et mis dans un train pour la Pologne. Papa est resté à l'hôpital. Dans le camp de réfugiés, j'ai chargé mon téléphone et allumé Messenger. De Lisa, rien. De Mike. Rien. Sacha a écrit. Le 12e jour, nous sommes partis par le couloir vert. Je voulais te prendre, mais je ne savais pas où chercher. Je suis très inquiet. Écris-moi comment tu vas. J'ai écrit. Moi, ça va. J'ai 34 ans. Je suis née en 1988, à la croisée des deux époques. La fin de l'Union soviétique et le début de la renaissance de l'Ukraine libre. Je suis née à Kiev. Je suis née avec une contradiction. Comme des milliers de personnes de ma génération, j'en suis certaine. Mes parents m'ont appris à parler russe. Personne ne parlait ukrainien dans mon entourage, à part les gens dans un petit village où nous allions tous les étés. Et c'est là où je l'entends pour la première fois, la langue ukrainienne. Grâce à ces gens, les villageois qui travaillent 18 heures par jour, ont les mains sales, gonflées, les ongles noirs, la peau qui éclate de sécheresse. Ils ont les dents pourries, ils n'ont pas d'éducation en majorité. Mais ils sont heureux, ces gens. Toujours de bonne humeur, infiniment généreux. Ils sont vrais. Moi, enfant superficiel, vivant à Kiev, parlant russe, faisant du piano à ses 4 ans, j'éprouve déjà de la condescendance envers ces villageois et envers ce doux patois qui, pour moi, n'était porté que par eux. N'empêche que la vie dans ce village, ce sont mes meilleurs souvenirs d'enfance. C'est là que je me sens véritablement libre. Après, il y a eu l'école.
je commence à apprendre l'histoire et la littérature de l'Ukraine. Et Dieu sait comme ça me fait chier. J'étais très loin d'être une élève exemplaire, mais je me souviens très bien comme d'année en année, on m'apprend que le peuple ukrainien était le peuple esclave, le peuple martyr, le peuple et les territoires déchirés, envahis par des voisins. D'année en année, on apprend les œuvres des écrivains ukrainiens, dont le sujet central est la souffrance du peuple. C'est la seule chose dont je me souviens de l'école, la souffrance. Mais quel ennui pour une adolescente de Hamida que je suis. Je me sens marinée dans cette histoire, elle ne fait aucun écho en moi. Et en plus du souvenir des villageois qui m'ont appris le patois ukrainien, je peux vous dire que la méconnaissance et le refus des racines est, hélas, bien enraciné. En dehors de l'école, je vois des bâtiments à Kiev et dans d'autres villes. Moches, imposants, pas entretenus, sans âme. Je vois des quartiers entiers bétonnés, l'héritage soviétique. Ces quartiers ne font même pas tâche à la grisade de l'hiver et ils rejettent la chaleur absorbée en été de telle manière que l'on peut voir l'air danser, comme s'il était liquide. J'étouffe. L'automne 2004. J'ai 15 ans. Un candidat pro-russe, un ancien criminel, se présente à la présidentielle. Alors que je ne m'étais jamais intéressée à la politique, d'un coup, la colère se réveille en moi. Mais d'où tu viens avec ta Russie? Nous sommes en Ukraine, là. J'accompagne ma mère à une manifestation. Et là, entourée par des milliers de personnes avec le même drapeau que le mien, nous chantons une chanson que vous attendez en ce moment même. Et je pleure. Je pleure toutes les larmes de mon corps sans comprendre pourquoi. Je pleure de bonheur sans pouvoir m'arrêter. Je me noie dans ces larmes et me nettoie en même temps. Je sens comme quelque chose se réveille enfin. Prague prend sa place, complète en puzzle et je deviens entière. Comme un gène endormi, la mémoire des ancêtres que l'on détruisait pendant des siècles, mais qui est là, qui s'est réveillé à la seconde où nous étions tous unis sur notre sol avec notre chanson et par notre cause commune. C'était l'éveil de mon identité nationale. Et c'est aussi là que j'ai rencontré mon premier amour. Nous étions jeunes et timides. On n'osait pas aborder l'un l'autre, mais chaque soir, pendant plusieurs jours, sans jamais se parler, on revenait au même endroit en espérant se retrouver. En arrivant de loin, je voyais déjà qu'il était là et qu'il m'attendait. Je le reconnaissais grâce à son drapeau qui était différent des autres, un peu déchiré par le vent. Je voyais ce drapeau, mon cœur commençait à battre encore plus fort. Je m'approchais de lui, entouré par des chants des manifestants. La liberté ne s'arrêtera pas. La liberté ne s'arrêtera pas. C'était la révolution orange. Ma révolution personnelle. Et surtout, c'était la victoire du peuple. La victoire glorieuse. Une leçon. Une leçon que l'on m'a jamais enseignée à l'école. Ou moins, je ne me souvenais pas. On m'enseignait en général les défaites. C'est vrai que l'histoire de l'Ukraine est difficile. C'est un tableau infini d'épisodes comme un puzzle, de millions de pièces de couleur pastel qu'on a du mal à distinguer. C'est vrai que l'histoire de l'Ukraine compte des centaines de guerres, des invasions, l'esclavage, des vrais génocides, et de la part de la Russie, en général. Et pourquoi? Parce que l'Ukraine est un témoin du crime. Elle est le témoin du vol d'histoire. L'Ukraine est un socle historique et culturel des peuples slaves. Le socle que la Russie s'est approprié, volé et transformé en inculquant aux Ukrainiens un complexe d'infériorité, en inculquant un oubli de qui nous sommes et d'où l'on vient. Parce que l'Ukraine et son peuple ont toujours été un danger pour la Russie. Un mauvais exemple d'esprit libre pour le peuple voisin, mais pas fraternel. Parce que l'histoire de l'Ukraine remonte bien plus loin dans les siècles. Et l'Ukraine est héritière de la Rousse de Kiev, avec laquelle la Russie a à peu près le même rapport que moi avec la physique des particules. J'en ai fait 3 ans en collège, mais ce n'est pas pour autant que je peux prétendre d'être docteur en la matière, n'est-ce pas?
Nous sommes un peuple à qui on a volé le nom. Les paroles du premier président de l'Ukraine démocratique, historien Mikhail Gorbatchev, au début du XXe siècle. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire un vrai cours d'histoire aujourd'hui. Mais quand même, quand notre terre brûle à nouveau sous le feu de Moscou, et que les agresseurs continuent à proclamer que l'Ukraine n'a jamais vraiment existé, il est vital pour nous, les Ukrainiens, de crier au monde entier notre histoire, que l'on nous arrache depuis des siècles, comme on nous arrache nos terres, notre langue et nos vies. Commençons par Kyiv, notre capitale fondée 700 ans avant Moscou. L'état de la Rousse de Kyiv, l'état majeur de son époque, est fondé au IXe siècle par une grande dynastie slave, les Ruriks, qui régnaient dans la prospérité pendant plus de 300 ans sur ces terres, les terres de l'Ukraine de la Russie contemporaine. Tous les signes héraldiques de la Rousse de Kiev sont aujourd'hui les signes héraldiques de l'Ukraine. La monnaie nationale d'aujourd'hui, hryvnia, est celle de l'époque de la Rousse de Kiev. Les églises, les cathédrales aux toits dorés qui surplombent Kiev jusqu'à nos jours, oui, ils sont toujours là, car le christianisme a été instauré à la Rousse de Kiev par Volodymyr le Grand en 988. Moscou n'existait pas. Cette histoire commence après, quand au XIIe siècle, les héritiers lointains du trône de Kiev le convoitent tous. L'un d'eux, Yuri Dolgorouki, après 2 vaines tentatives de prendre Kiev, part loin à la frontière nord-est de l'État et fonde une cité. Quelqu'un sait? Moscou. Son fils, Andrei Bagalovski, poursuit les désirs de son père et tente de prendre Kiev à son tour. En réunissant 12 principautés du nord-est, ils arrivent à prendre la capitale. Mais pas pour s'y installer et y régner, pour la détruire. L'ancienne chronique dit: ils pillaient la ville pendant 2 jours. Bibliothèque, église, monastère, nul était épargné. Tout était en feu, des quartiers entiers, les hommes ligotés, assassinés, les femmes séparées de leurs enfants qui hurlaient de l'horreur. Ils ont pris tous les biens, les livres, les icônes. Même les cloches des églises ont été arrachées. Qui fera ça? Qui? Un étranger? Cette branche de la dynastie a perdu tous les liens familiaux et culturels et ethniques avec la Rousse de Kiev. C'est ainsi que les historiens expliquent cette sanglante destruction de la capitale. Ils voulaient construire un nouvel État, ailleurs, sans avoir de concurrence. L'histoire de Moscou commence ainsi. Peut-on imaginer la suite? Et en vrai, est-ce qu'on a besoin de l'imaginer? Puisqu'on la vit, pleinement. Ensuite, il y a eu des siècles d'invasion de la horde des Tatars aux Mongols. Et c'est la période qui a joué le rôle crucial dans la séparation définitive de Moscou et de la Rousse de Kiev. Pendant cette période, les descendants directs de la dynastie des Ruriks, les premiers héritiers du trône de Kiev, déplacent le pouvoir dans les principautés ouest de l'État, l'ouest de l'Ukraine contemporaine. Ils se joignent au grand royaume de Lituanie et de Pologne par la suite et continuent leur développement au sein européen. Ils préservent l'État, qui devient royaume, ils préservent la culture et la langue, et ce n'est pas étonnant que l'ouest de l'Ukraine soit aujourd'hui considéré comme l'âme de notre pays et le porteur d'anciennes traditions. S'il y a ceux qui s'endorment et qui ne comprennent pas, je vais vous faire simple. Voilà ce qui s'est passé vraiment en simplifiant beaucoup. Donc, Kiev, tout. Je suis un grand État. J'ai mon histoire, ma culture, mes icônes et mon peuple. Et moi, je m'appelle Yuri et je veux la capitale. J'ai dit, je veux la capitale. D'accord, je vais aller plus loin, encore plus loin, et je vais fonder
C'est bon, c'est détruit. On rentre à Moscou. La 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 la. Ah, c'est qui ça? Oh, les Mongols. C'est clair pour tout le monde? Alors, Moscou, tout juste créé, et les principautés de Nord-Est, pendant cette même période, voilà, eux, ils se lient avec les envahisseurs mongols. Moscou se développe et se consolide en assimilant la tradition et le régime politique de la Horde dorée. Asservis, les moscovites deviennent les vassaux qui récoltent les impôts sur les autres territoires et les rapportent au tsar mongol. Ils ont mené la politique d'expansion à l'Est jusqu'à la Sibérie, en conquérant de nouvelles terres et de nouveaux peuples. Et cela pendant 3 siècles, jusqu'à ce que Moscou devienne suffisamment forte, arrive à se libérer de la Horde et devienne le tsarat de Moscou. Et tant mieux pour eux. Bravo. La seule question, quel est le rapport avec la Rousse de Kiev, sa tradition et sa culture? La vie du vrai peuple slave, nos ancêtres, se dessine alors sur les territoires de l'ancienne Rousse de Kiev, avec leur régime politique complètement différent de celui de Moscou. Mais attention, ce n'est pas toujours simple. Avec le temps, l'influence polono-lituanienne augmente jusqu'à oppresser violemment les droits des Ukrainiens, ce qui mène à des révoltes, les révoltes des Cosaques. Les Cosaques, la grande armée ukrainienne soutenue par des paysans. Ces révoltes atteignent leur paroxysme avec l'arrivée au pouvoir de Bogdan Khmelnytsky, qui forme un État, Hetmanshina, en se liant avec les Cosaques. Et commence en 1648 la vraie guerre contre le royaume polonais pour proclamer l'indépendance de l'Ukraine et de toute la Rousse. En vrai, ce qui a suivi après, s'il s'agissait d'une histoire d'amour, cela aurait donné une sacrée Santa Barbara. L'héroïne principale, la belle Ukraine, ne supportant plus le comportement de son mari, le royaume polonais lui déclare « Je suis une femme libre et je vais me battre pour ma liberté. » Elle se bat de manière héroïque pendant 6 ans. Elle arrive à reprendre ses terres, ses droits, jusqu'à ce qu'elle se sente fatiguée. Elle a besoin d'avoir du soutien. La belle Ukraine se tourne vers son voisin, Moscou, et lui dit « Je me bats pour ma liberté, pour mon indépendance. J'ai besoin de soutien, d'un allié. Pourrais-tu l'être, voisin ?» Et Moscou lui répond Ouais. Je vais te soutenir, ma belle. Tu vas voir comment je vais te soutenir. Si on sort de la fiction, il s'agit des traités de Péryasle qui datent de 1654. Alors, par le petit bout du petit doigt de la main gauche, Moscou soutient l'Ukraine dans sa bataille pour l'indépendance. Et avec la main droite, ils serrent la main du royaume polonais et ils se disent « On va la violer ensemble ». Cette valse des alliés continue pendant plusieurs décennies. L'Ukraine se bat contre la Pologne avec Moscou, contre Moscovie avec la Pologne, contre la Moscovie et contre la Pologne avec les Tatars, etc. En plus de la bataille pour l'indépendance, c'est aussi la guerre civile entre l'État des Cosaques et Hetmanshina. En bref, c'est la guerre totale. Jusqu'à ce qu'en 1710, le nouveau Hetman, Pyotr Orbek, crée toute une
Constitution ukrainienne, 1710. Il instaure le fonctionnement démocratique de l'État et la paix intérieure entre les Cosaques et les Hetmans. On arrive en 1721. Le tsar de Moscou, Piotr Ier, décide que désormais le tsarat va devenir empire. Un petit fun fact, l'année 1718, 3 ans avant la proclamation de l'empire, comme par hasard, l'ancienne bibliothèque de l'Or de Kiev, un grand monastère, brûle avec toutes les anciennes chroniques et les documents historiques témoignant le développement de l'Ukraine. Piotr Ier pleure toutes les larmes de son corps en découvrant une terrible nouvelle. Il est tellement triste qu'en 1720, quand la bibliothèque a été restaurée, il a ouvert à nouveau ses portes. Monsieur le futur empereur, tout en pleurant, dit la bibliothèque a brûlé. La bibliothèque a brûlé. Fermez-la. Voilà. Donc, en 1721, empire. Mais pourquoi empire? Il faut avoir, pour être empire, il faut avoir un fondement historique. Et d'ailleurs, en écrivant ce texte, je me suis posé la question, pourquoi devenir empire? Mon explication purement personnelle est le suivant. On agit très souvent à l'image de nos parents, étant donné que le tsarat de Moscou, relativement jeune, était entièrement créé sous l'empire mongol et que ce régime politique colonisant les peuples par la force a été le régime qui a bercé les premiers tsars. Ils ont décidé peut-être inconsciemment de reproduire le système qui leur était familier. Encore une fois, c'est une hypothèse purement personnelle qui me semble néanmoins assez logique. Donc, presque en même temps, à 11 ans près, où les Ukrainiens commencent à instaurer le système démocratique basé sur la constitution d'Orlik, Moscou décide de devenir empire. Mais encore une fois, un fondement historique basé sur la horde est un peu léger pour les impérialistes. Comment donc faire? Ah, idée brillante! Ils se souviennent que le fondateur de Moscou était l'arrière-petit-fils de Yaroslav le Sage, le grand prince de l'ancien et puissant état de la Rousse de Kiev. Les impérialistes omettent le fait qu'en fondant Moscou, ses arrière-petits-fils ont détruit Kiev, volé tout ce qu'ils pouvaient voler et ont massacré la population. Ils omettent le fait que les descendants directs du pouvoir à Kiev ont continué la tradition rousse sur les terres au ouest de leur état, loin de Moscou et de la Horde. Non, tout cela, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que le tsarat va devenir empire et va prétendre que leur histoire commence 400 ans avant qu'elle ne commence réellement. Et le nom de cet empire sera l'Empire russe. Et bien pourquoi pas voler le nom? Est-ce que c'est un problème? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore volé? Le vrai défi, c'est de s'assurer que personne ne sache la vérité. Et pour cela, il faut détruire des vrais porteurs de cette histoire. Et là, c'est parti. Catherine II crée un comité spécial de réécriture. Pendant 9 ans, les falsificateurs travaillent sur les documents qui deviennent la base de tous les manuels d'histoire du XIXe siècle et de l'URSS. Les documents où l'histoire est mise à l'envers, mutilée, puis la destruction administrative et physique des Cosaques, l'instauration de l'esclavage en Ukraine, les déplacements des peuples, les ethniques moscovites sur les terres ukrainiennes et les Ukrainiens sur les territoires de Tsara, surtout les Cosaques, pour noyer l'identité. Les interdictions de la langue, interdiction d'enseigner en ukrainien, interdiction d'éditer en ukrainien, interdiction de traduire en ukrainien, interdiction des messes en ukrainien, interdiction de baptiser les enfants avec les prénoms ukrainiens, interdiction de l'ukrainien dans les institutions officielles, interdiction des spectacles en ukrainien, destruction des écoles ukrainiennes, les ordres de retrait des livres ukrainiens chez la population et des bibliothèques, interdiction de la presse ukrainienne. D'après les différentes sources, il y a eu plus de 130 interdictions liées à la langue. Et pourtant, ni
L'Ukraine a vécu sous l'oppression de Moscou pendant 200 ans, jusqu'à une brève pause de respiration entre la chute de l'Empire et l'occupation bolchevique. Pendant ces 2 ans, l'Ukraine se proclame un État démocratique et indépendant. L'Ukraine de la rive gauche et l'Ukraine de la rive droite signent un acte d'union et aspirent à un nouveau futur, libre enfin. Mais le bonheur n'a pas duré longtemps. Avec les bolcheviks, et la machine à construire reprend. La première famine, collectivisation des biens, la deuxième terrible famine, artificiellement créée, qui emporte des millions de vies. Repopulation des régions dévastées par les Russes, les répressions des élites ukrainiennes, la génération de la Renaissance fusillée, tous les écrivains, hommes politiques, musiciens, philosophes, scientifiques ukrainiens sont fusillés par la décision des tchéquistes ou condamnés à des travaux dans des goulags. L'oppression perpétuelle de la langue et l'éternelle résistance du peuple ukrainien. On arrive au XXe siècle. L'Ukraine, indépendante, mais toujours sous l'œil attentif de Moscou. Le candidat à la présidentielle, un vrai patriote et militant pour l'Ukraine libre depuis des décennies, Vyacheslav Tchernovil, est assassiné la veille des élections. 2004, le candidat pro-ukrainien Viktor Yushchenko, d'après les sondages, gagne les élections et, évidemment, subit une tentative d'assassinat la veille des élections également. Le peuple se révolte contre cette injustice et contre la falsification des scrutins et gagne. 2013, la révolution de dignité, où les Ukrainiens montrent à nouveau que même les balles des snipers ne vont pas nous faire retourner vers la Russie. Moscou comprend qu'elle n'arrive plus à fermer ses pinces sur l'Ukraine et commence à faire ce qu'elle sait faire de mieux. Voler, l'annexion de la Crimée, tuer et détruire, la guerre à Donbass. Et puis, le 24 février 2022, 4 heures du matin. Allô? Cette ultime bataille contre l'envahisseur de Moscou, puisque jamais nous, les Ukrainiens, nous n'étions si forts, unis, déterminés. Chaque balle russe, chaque missile ne fait que renforcer notre amour pour notre terre, notre langue et notre identité. Nous nous battons à l'ukrainienne avec la rage, les convictions, le courage et l'amour. Et l'histoire de l'Ukraine, ce n'est pas l'histoire du peuple petit, martyr et esclave. C'est l'histoire d'un grand et l'ancien peuple qui a donné la naissance à toute la culture slave. C'est l'histoire du peuple qui a toujours su se battre pour la liberté et pour la démocratie. La résistance est dans notre sang. L'histoire de l'Ukraine, c'est l'histoire du peuple qui a su protéger et préserver cette identité malgré toutes les terribles répressions. Et c'est cette histoire-là que nous enseignerons à nos enfants. Et la dernière chose que je voudrais partager avec vous ce soir, sur mon acte de naissance, un petit livret vert y a marqué « Né en URSS ». Et j'ai toujours considéré sa classe. Born in USSR. Presque comme dans une chanson de je ne sais plus qui. Eh bien, un mois avant la Grande Guerre, je me suis réveillée un matin à Paris et j'ai senti un besoin vital d'aller à Kiev, au moins pour quelques jours. Le lendemain, j'étais à la maison et la première chose que j'ai faite après mon arrivée, je suis allée à la préfecture et j'ai changé mon acte de naissance. Aujourd'hui, c'est officiel. Je suis née en Ukraine et c'est ma plus grande fierté.
Don't fuck with Ukraine. On avait prévu ce soir une discussion avec les acteurs. Vous étiez au courant? Non. Mais je pense qu'on va tous peut-être se... alors, un instant. Maintenant, votre salle? J'ai la salle. Alors, non, ouais, j'avais une petite question. L'auteur d'une des pièces était censé devenir, peut-être, mais apparemment elle n'est pas là. Donc, moi ce que je vous propose, c'est qu'on passe une soirée tranquille, sans revenir à la salle, on boit des verres, on discute sans de convention. Est-ce que ça vous va, tout le monde? Oui. Voilà. Bon, bah super. Merci. Demain, ça va être la soirée finale de cette semaine, en tout cas ce qui concerne les représentations. Je pense que vous êtes plus ou moins au courant de ce qui va se passer demain. Ça va être Mouina Mazar de Mepola Kulish. Ça va être un événement historique. On va vous raconter plus demain. Je crois que c'est complet déjà de toute façon, donc c'est pas la peine que je fasse la pub. Mais s'il en reste encore quelques places et vous n'avez pas réservé les vôtres, n'hésitez pas à le faire. Et bien. Oui. Voilà. Bon, merci encore et à tout à l'heure.